c'est un sujet qui, moi, personnellement, me tient à cœur. J'aimerais bien, depuis quelques mois déjà, on commence à travailler avec plusieurs associations, en espérant de faire encore plus de choses et avancer petit à petit et changer un petit peu la mentalité et surtout éviter l'ignorance. Il y a des choses qu'on sait, qu'on connaît, il y a d'autres qu'on ne connaît pas, il y a des vieilles habitudes et ça c'est vrai pour chaque communauté. Donc si on peut faire un petit pas avec des soirées comme cela, donc c'est tout bénéf ce sera tout bénéf pour tout le monde. Je passe la parole à Aïcha. Merci Avi. Je suis Aïcha Boutalem, je suis directrice du Centre interculturel de documentation, qui est un centre de ressources dédié à l'histoire de l'immigration en France, en Pays de la Loire, excusez-moi, et aux luttes contre les discriminations. Là où on s'est rejoint avec plusieurs associations, ce sont ces événements malheureux qui ont frappé la France début janvier et la stigmatisation de certaines franges de la population française, les représentations qu'on peut avoir sur certaines religions. Et en tant que citoyenne, avec mes amis, avec nos partenaires, on a décidé de mettre en place un cycle de rencontres pour pouvoir discuter, dédiaboliser les situations, casser les représentations, les préjugés, parler de racisme, d'antisémitisme et de bien expliquer les choses au travers de l'histoire, non pas au travers des textes religieux, mais au travers de l'histoire. Bien faire comprendre et donner des clés de compréhension, en tout cas à ceux qui ne les ont pas. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec des représentants religieux, mais depuis le mois de janvier, j'ai dit grâce, non, malheureusement, ce sont ces événements qui ont fait qu'on a amplifié les partenariats avec les représentants religieux. Et je suis vraiment, vraiment ravie, en tout cas au nom du CID, de pouvoir travailler cette collaboration avec eux, de pouvoir être accueillis aussi ici, comme nous l'avons été accueillis à la mosquée de Malakoff le 30 janvier. On a fait une belle conférence. J'espère que ce soir, nos invités, Vincent Villemain et Homero Marandio, vont pouvoir aussi nous éclairer sur certaines choses. Au départ, quand je les ai sollicités, je voulais absolument parler de la filiation qu'il y avait entre ces trois religions monothéistes. Et puis ensuite, on a décidé plutôt de parler de représentation, de préjugés, et de voir comment on peut combattre ensemble ces représentations et ces préjugés. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je tiens avant, parce que souvent, à la fin, on a du mal à remercier les gens, mais Avi, un grand merci pour l'accueil. Mohamed Guéroumi, un grand merci pour le partenariat. Il est grand, mais je ne le vois pas. Il a dû partir. Ah si, il est là devant moi. Excuse-moi, Mohamed. Merci. L'association de Tibérine aussi. Et il y en a d'autres, bien évidemment. Et je voulais remercier tous ces jeunes-là qui sont là, Feta TV, avec de l'association Les Badauds, et d'autres jeunes comme Michael, qui sont des bénévoles qu'on a rencontrés lorsqu'on a organisé la marche le 10 janvier et qui, dans nos luttes, ont trouvé un combat qu'ils avaient envie de mener avec nous. Donc, bienvenue dans notre aventure et j'espère que vous allez tenir le coup parce qu'on n'a pas fini. Merci. Bonne soirée. Donc, les deux intervenants de ce soir, donc Vincent Villemain, qui est historien, maître de conférence à l'Université du Maine, spécialiste du judaïsme et de l'histoire de la notion de race et de racisme, et qui est membre du nouvel institut créé à Nantes, donc l'Institut du pluralisme religieux et de l'athéisme. Donc voilà. Après, donc Homero Marangiu, qui est de l'autre côté de la table, sociologue des religions, spécialiste de l'islam, qui est engagé dans le dialogue interreligieux sur le terrain depuis 1996, qui est aussi engagé actuellement dans le rapprochement des leaders associatifs juifs et musulmans. Donc, bonsoir à vous. Le thème étant sur les préjugés et la déconstruction de ces derniers. Donc, je vais vous commencer par lancer par une question générale, un peu pour lancer le débat. Donc, dans notre société actuelle, on remarque aussi qu'il y a une recherche d'une
d'une part à travers la définition qu'on a de la laïcité et son application actuelle dans notre société, d'une recherche de l'uniformité nationale. Et du coup, ça mène à pas mal de conflits entre les différentes religions, ça met une tension de peur, une stigmatisation de chacun. Et donc du coup, on trouve que ça nourrit quand même un conflit qui est clair entre les religions, et notamment dans les religions entre juifs et, entre juifs et musulmans. Et on aimerait bien savoir... On va repartir sur un petit contexte historique, d'où nous vient justement ce conflit initial. Donc je vous laisse commencer, choisissez qui voudrait lancer le débat en premier. Bonsoir à toutes et à tous. La question que vous posez, mademoiselle, est très importante puisqu'elle fait référence à l'identité et l'altérité, c'est-à-dire le rapport à soi et le rapport aux autres, la ressemblance et la différence. Et on va essayer de traiter ce thème à travers les rapports entre juifs et musulmans, ou entre musulmans et juifs. Il n'y a pas de préséance dans mon propos entre l'une ou l'autre religion. Alors d'emblée, je ne vais pas usurper mon titre académique. Je suis sociologue des religions, mais je ne suis pas historien des religions. Et mon discours aujourd'hui est plus un discours engagé qui veut porter une parole, pas uniquement suite aux événements de début janvier 2015, mais par rapport à tout un ensemble de tensions qui sont récurrentes de par le monde, et non pas uniquement dans la société française, et qui impactent directement le travail interreligieux, ou en tout cas le rapprochement que l'on essaye de faire entre les différentes traditions religieuses sur le terrain. Je pense notamment à beaucoup de responsables associatifs, de théologiens également, mais dans ma perspective à moi, le dialogue interreligieux n'est qu'un aspect du dialogue tout court, puisque ici on parle de dialogue interreligieux, judéo-musulman, mais pour ma part, j'œuvre au rapprochement des êtres humains, point barre, c'est-à-dire que nos identités ne se résument pas à notre identité ou à nos identités religieuses. Donc pour aborder la question du rapport à la différence, le rapport à l'altérité chez les musulmans, on pourrait repartir déjà dans l'arrière-fond qui va voir dans la péninsule arabique surgir cette nouvelle religion, la religion musulmane. Et il faut savoir que dans cet arrière-fond, il y avait déjà une histoire judéo-chrétienne. L'Arabie, on en donne souvent l'image d'une société tribale qui était idolâtre, qui adorait les idoles, puis vient l'islam qui supplante ce polythéisme pour installer le monothéisme. Or, depuis plusieurs siècles avant l'avènement de l'islam, la péninsule arabique a été traversée par le christianisme, puis par le judaïsme, si bien que l'Arabie centrale, à partir du IVe siècle, et l'Arabie du Sud était dominée par une vaste tribu qui s'appelait la tribu des Himyar, ou Himyar, pour reprendre le terme arabe qui est usité chez les musulmans. Je pense qu'il y a l'appel à la prière musulmane qui se fait entendre, Monsieur Cherkaoui. C'est une usurpation du territoire ici de la synagogue. Vous faites une provocation en public. Donc il y avait cette... C'est pour vous faire remarquer. Donc l'Arabie centrale et du Sud était judaïsée par cette tribu de Himyar qui était en lien avec l'Empire perse. Puis viendra le temps chrétien d'Orient, avec l'installation du christianisme d'Orient qui était sous la tutelle du Saint-Empire romain d'Orient. Tout cela pour vous dire de manière très résumée que l'Arabie connaissait déjà une histoire religieuse de ce que les musulmans appelleront par la suite les gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens. Et l'islam ne naît pas ex nihilo dans un contexte où il n'y avait que le polythéisme. Cela fait que les musulmans, après l'avènement de l'islam, vont avoir l'habitude de côtoyer différents systèmes religieux, certains qui sont inscrits directement dans l'histoire coranique et dans le texte coranique, d'autres qui n'existaient pas à l'époque de la révélation coranique, en tout cas dans la péninsule arabique. Donc il y a cette proximité
juifs, chrétiens et musulmans. Et les musulmans appellent ces gens des traditions monothéistes les gens du livre, même si les catholiques, par exemple, ne se réclament pas du livre, mais de la personne même du Christ. Et il y a d'autres traditions religieuses, je pense notamment aux Mazdéens, qui étaient en Perse, ou aux Zoroastriens, et il y a toutes les religions asiatiques. Je pense notamment au bouddhisme et à l'hindouisme. Pour l'islam qui se développe à partir du 8e siècle, il y a la découverte de ces différentes traditions religieuses qui progressivement vont être intégrées dans les territoires conquis par les musulmans, et il va y avoir la naissance d'un modus vivendi ou d'une pluralité religieuse en terre d'islam, si bien qu'il va y avoir d'une part une affirmation théologique de la religion zoroastrienne ou du mazdéisme en Perse sous la domination musulmane à partir du IXe siècle, et le christianisme et le judaïsme d'Orient s'affermissent également à Bagdad et dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak. En gros, au cours du IXe siècle, nous sommes au début de l'Empire abbasside. Il y avait cette ouverture sur l'autre qui va impacter la théologie et le droit musulman lui-même, puisque confronté aux populations qui n'étaient pas directement, ou aux traditions religieuses, notamment pour les religions d'Asie, qui n'étaient pas inscrites dans le texte coranique, les théologiens musulmans vont inscrire dans le droit musulman une ouverture sur cette pluralité pour intégrer des populations. Comme vous le savez, l'islam va se développer par la suite dans l'Asie du Sud-Est avec un vivre ensemble qui va quand même être assez important et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, où il y a une vraie ouverture sur l'altérité. Cela va donner naissance également à une sorte d'encyclopédisme chez les musulmans. Je pense à un ensemble de compilateurs, historiens. Ils étaient à la fois théologiens, ils étaient historiens, encyclopédistes, qui vont nous laisser des traces jusqu'à aujourd'hui de tout un ensemble de traditions religieuses qui étaient présentes jusqu'au XIe, XIIe siècle. Je pense notamment, pour les musulmans présents dans la salle, au célèbre ouvrage Al-Milal wa Nihal de Shahrastani, c'est-à-dire l'ouvrage qu'on pourrait traduire en français par Les religions et les sectes, qui fait la compilation de toutes les traditions religieuses présentes en terre d'islam à son époque. Donc nous sommes à peu près au début du XIIe siècle, avec vraiment la compilation des traditions religieuses qui sont discutées également dans leurs fondements théologiques. Donc il y avait vraiment cette ouverture sur l'altérité qui était considérée comme une composante des sociétés musulmanes. On parle beaucoup de la fermeture de la porte de l'Ijtihad chez les musulmans qui aurait eu lieu en gros entre le XIe et le XIIIe siècle. Je ne sais pas si c'est une réalité qu'on pourrait affirmer comme ça de but en blanc. Quoi qu'il en soit, il y a bien un moment où les sociétés musulmanes vont être traversées par des questions identitaires avec une espèce de repli sur soi qui va réduire progressivement l'ouverture sur l'altérité. Et on le voit notamment à travers les productions théologiques qui, entre le XIe et le XIIIe, basculent d'une connaissance profonde et d'une ouverture sur la pluralité des sociétés musulmanes vers une espèce de reproduction de ce que les anciens ont pu dire et compiler dans leurs ouvrages, et qui va verser de plus en plus dans le stéréotype sur l'autre, celui qui est différent. Et progressivement, on voit que l'islam s'étend dans un certain nombre de contrées, je pense notamment à l'Asie du Sud-Est, je pense à l'Europe centrale, etc. Mais parallèlement, ce que l'on avait vu durant les premiers siècles de l'islam commence à disparaître avec des livres qui ressassent ce que sont les chrétiens, les juifs et les autres traditions religieuses par rapport à ce qu'on en disait quelques siècles auparavant. Si bien qu'on arrive à des époques où la représentation de celui qui est différent de l'autre devient un peu caricaturale.
Le temps ne me permet pas d'entrer vraiment dans les détails de ce que je voudrais développer, mais on aboutit aujourd'hui à un certain nombre de représentations très stéréotypées et caricaturales de l'altérité, où parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois des musulmans, notamment des théologiens, des lettrés, des prédicateurs, etc., vous parlent du juif et du chrétien à travers ce que le Coran a pu en dire ou ce qu'ils en comprennent à la lecture du Coran, donc par rapport à ce qu'étaient ces communautés religieuses à l'époque de la révélation coranique. Or, on ne peut pas réduire aujourd'hui la multitude la pluralité du judaïsme, la pluralité du christianisme ou la pluralité des autres traditions religieuses par rapport à ce que le texte coranique en dit ou à ce qu'ils en étaient, à ce qu'était leur réalité à l'époque de la révélation coranique. Or, aujourd'hui, c'est un stéréotype qui est couramment véhiculé dans les discours de prédicateurs musulmans, par exemple. De même, traversé par les questions identitaires, il y a une tendance en terre d'islam à projeter chez l'autre quelque part la source de nos questionnements ou des mots qui nous traversent. Pour me focaliser sur le juif à proprement parler, et je dis bien le juif puisque je parle ici de la caricature de ce que peut être la pluralité du judaïsme réduite à quelques figures, j'ai été quand même assez interpellé par un ensemble d'ouvrages, et je vais vous en citer un seul, puisque le personnage a été médiatisé il y a quelques années. Il s'agit de l'ancien doyen de l'université d'Al-Azhar, donc une université musulmane quand même qui est reconnue de par le monde, qui était le cheikh Sayyid Tantawi. Sayyid Tantawi, un personnage très connu, notamment lors des affaires du voile, puisque les autorités françaises sont parties chercher une fatwa auprès de cette éminence grise musulmane pour essayer de dépasser les tensions qui défrayaient la chronique française au début des années 2000. Ce personnage a écrit un livre qui s'appelle Al-Yahoud fil Qur'an, c'est-à-dire les Juifs dans le Coran, que vous pouvez trouver très facilement dans les bibliothèques musulmanes, dans lequel il fait une espèce d'amalgame entre, d'une part, le juif qui est fondamentalement complotiste, puisque c'est celui qui a déployé toute la stratégie pour essayer de tuer l'islam naissant dans l'œuf. Donc il y a une réécriture de l'histoire, une relecture de l'histoire des premiers temps de l'islam à travers les tensions qu'ont pu vivre les tribus musulmanes avec les 3 principales tribus juives qui étaient présentes dans la cité-État de Médine, en Arabie, là où était le prophète. Il y a collé à cette image l'idée que le juif, fondamentalement, est quelqu'un que Dieu a maudit ou a banni sur terre et qui ne peut être amené qu'à commettre des turpitudes, c'est-à-dire qu'à déstabiliser l'environnement là où il se trouve. Donc une deuxième relecture de l'histoire à travers cette figure historique du juif qui est ramenée à cette idée de celui qui cherche fondamentalement à déstabiliser le monde. Et un troisième élément qui était assez problématique, où on relit l'histoire contemporaine, une troisième relecture de l'histoire qui est celle du conflit israélo-palestinien, où l'avènement d'Israël est présenté comme le résultat d'une longue histoire à travers laquelle les Juifs avaient déjà comploté depuis très longtemps pour refaire naître un État afin de dominer le monde. Et l'issue de tout cela est d'inviter les musulmans à renouer avec leur religion, car c'est en étant de bons musulmans qu'ils seront aptes
à détruire ce complot du juif, car Dieu a promis la victoire aux musulmans s'ils deviennent des bons musulmans. Donc on a ici tout un fil conducteur à travers quelques images où le juif est réduit à une espèce de créature qui a été placée sur terre pour être une véritable source d'épreuve pour l'ensemble du genre humain, si je pourrais dire. Alors pourquoi je prends ce livre ? Parce que Monsieur Tantawi est quand même une figure, Monsieur le défunt Tantawi était une figure emblématique quand même de l'islam contemporain et de la société égyptienne, et il était présenté comme quelqu'un d'extrêmement modéré. Or, le fait d'être présenté de la sorte n'empêche pas de diffuser un certain type de discours qui touche un nombre important de musulmans potentiellement. Je sais que mes coreligionnaires me font toujours quelques remarques en disant « Homero, quand tu parles, tu as tendance à présenter les musulmans toi-même sous un prisme comme s'ils étaient tous des anti-juifs en puissance ou des suppôts de Daesh. » Sauf que, quand même, il y a parfois un laisser-aller chez nous les musulmans, et je n'hésite pas à faire mon autocritique, et un manque de condamnation forte de ces images réductrices qui ont quand même aujourd'hui abouti, qu'on le veuille ou non, à détruire un patrimoine de l'humanité qui est notamment les communautés judéo-chrétiennes qui étaient présentes aujourd'hui et préservées par les sociétés musulmanes jusqu'à ce que Daesh arrive et puis détruise l'ensemble de ces communautés. Donc là, il y a quand même un travail de déconstruction historique qui doit passer par une réappropriation de son histoire à travers les outils des sciences contemporaines. Il faut que l'on puisse critiquer la production de l'histoire dans le champ musulman, et ça, c'est à nous les musulmans de le faire, puisque personne ne le fera à notre place. Il existe des chercheurs qui travaillent là-dessus, mais il appartient aussi aux musulmans qui sont en position de diffuser des discours sur la religion, de relire ce patrimoine et la production de ces figures réductrices et de comprendre les moments de bascule, notamment dans cette période charnière, en gros, entre le XIe et le XIIIe siècle. Nous sommes à la fin de l'Empire abbasside et au début des croisades, et il y a tout un ensemble de questions qui traversent les sociétés musulmanes du Moyen-Orient à l'époque, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, et qui va avoir un impact sur toute la production théologique, historique et juridique postérieure. Ça, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Et deuxièmement, pour le dialogue judéo-musulman, comme pour tout type de dialogue, il faudrait peut-être que l'on change de focus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on privilégie beaucoup le dialogue interreligieux. Donc il y a beaucoup des prêtres, des rabbins, des imams qui se rencontrent, etc. Mais c'est un dialogue qui est édulcoré, parce qu'on évite un certain nombre de questions qui fâchent. Or, pour le dialogue judéo-musulman, parmi les gros points de tension qui traversent aujourd'hui ce dialogue, il y a le conflit israélo-palestinien. Donc se pose la question, par quel bout on va l'aborder ? Et d'un côté comme de l'autre, il y a parfois des tendances à réduire une problématique très complexe du XXe siècle à travers un prisme religieux un peu millénariste, ou beaucoup millénariste, c'est-à-dire qu'on inscrit dans une histoire qui débute dans un passé lointain et qui va aller jusqu'à la fin du monde. Et chez les musulmans, il y a tout un ensemble de textes, dont certains sont apocryphes, qui sont réinvestis aujourd'hui pour donner une lecture apocalyptique du conflit israélo-palestinien. Alors moi, j'hésite pas à le dire quand je prends la parole. Tout d'abord, je suis contre les slogans du type « je suis israélien inconditionnel », c'est-à-dire un suppôt inconditionnel de la politique du gouvernement israélien, et je ne suis pas palestinien. C'est-à-dire les slogans du type « nous sommes tous palestiniens », etc. Moi, je ne me reconnais pas dedans pour une bonne et simple raison, c'est qu'il faut que l'on puisse aborder ce type de questions comme on aborde tout type de questions géopolitiques, sans passer par le prisme religieux, tout d'abord, et deuxièmement, à partir de notre prisme citoyen. Moi, si je suis assis à cette table,
je me présente ici en tant que sociologue, en tant que de confession musulmane, mais avant toute chose, je suis un citoyen français, et c'est à travers les valeurs que j'ai eues dans cette société française et qui me traversent que je me positionne sur un certain nombre de thématiques. Donc ça, c'est très important aussi que l'on puisse se décaler par rapport à nos différentes identités et que l'on puisse repartir à travers le prisme citoyen. Je suis à 20 minutes, pile poil, que l'on puisse repartir peut-être à travers notre prisme citoyen et d'engager un dialogue sur les valeurs fondamentales qui nous rassemblent pour pouvoir justement déconstruire toutes les tensions qui traversent nos différentes communautés dans le rapport à celui qui est différent. Merci pour cet éclaircissement. Oui, parfait. Du coup, on va rester un peu sur ce conflit. On va rester indirectement sur le conflit israélo-palestinien. Je vais juste demander un petit éclaircissement à Vincent. On voit souvent des personnes qui disent je ne suis pas contre les juifs, mais contre les sionistes, ou bien d'autres qui disent les juifs sont tous des sionistes. Donc j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement en fait, sur la différenciation entre judaïsme et sionisme. Ça tombe bien, c'est ma conférence. Et je vais donc rebondir sur la communication précédente, puisque je vais bel et bien parler d'une longue histoire du sionisme, une longue histoire pas tant que ça, mais essayer en tout cas de sortir de l'idée qu'il s'agit d'un complot, comme on l'a entendu précédemment. Alors quand Aïcha Boutaleb m'a proposé de travailler sur les préjugés sur le judaïsme, j'avais beaucoup de matière. Donc il a fallu faire des choix, et donc j'ai pensé que revenir sur la question de l'assimilation sionisme-judaïsme, et donc déconstruire en partie cette assimilation était un bon point de départ, en tout cas pour alimenter les discours autour du conflit israélo-palestinien. Mais des préjugés, je dirais même des fantasmes sur le judaïsme sont légion. Et j'y ai un petit peu réfléchi rapidement, voir un petit peu ce qui pouvait exister. On part du plus anodin jusqu'au plus grave. Pour vous parler de mon cas personnel, donc, je suis spécialiste d'histoire du judaïsme, j'ai fait ma thèse sur les femmes dans le sionisme politique. Et à l'université française, en fait, quand on est spécialiste du judaïsme, on est spécialiste d'histoire religieuse. Mais je ne suis pas spécialiste d'histoire religieuse, je suis spécialiste du judaïsme, mais pas d'histoire religieuse. Donc on arrive, on se présente, je ne vais pas vous refaire le sketch des antibiotiques. Bonjour, tu es spécialiste de quoi ? Je suis spécialiste du judaïsme. Ah, tu fais de l'histoire religieuse ? Non, je fais de l'histoire... c'est du judaïsme, tu fais de l'histoire religieuse. Non, je fais de l'histoire du judaïsme, mais c'est de l'histoire sociale, politique, de l'histoire des femmes à l'intérieur du judaïsme. Donc, vous voyez, c'est profondément ancré. Alors là, c'est vraiment une vieille lune que le judaïsme ne serait qu'une religion. Donc il y a certains inconvénients, évidemment, pour trouver des postes quand on est spécialiste du judaïsme et pas en histoire religieuse et que l'un et l'autre sont assimilés. Mais il peut y avoir, quand on est extrêmement cynique, beaucoup d'opportunités à faire des études d'histoire du judaïsme. Pour revenir donc sur mon histoire de fantasme, deux exemples relativement récents, très divergents mais très significatifs l'un et l'autre, de publications sur le judaïsme. En 2008 est publié l'ouvrage de Shlomo Sand, Comment le peuple juif a été inventé. 25 000 exemplaires vendus. Pour un ouvrage présenté comme un ouvrage d'histoire, c'est un succès extraordinaire. Bon, il ne va pas faire fortune, mais bon, quand nous on vend 500 livres, on est content. Donc, un ouvrage qui a été acheté de façon conséquente et qui a été vu par beaucoup, avant même de l'acheter, comme non seulement ils nous embêtent tout le temps, mais en plus ils n'existent même pas. Et l'année suivante, deuxième ouvrage, Yuri Zleskin, s'intitule Le siècle juif. Alors là, 15 000 ventes, un peu moins, mais c'est quand même pas mal pour un ouvrage de sciences humaines, où là, le propos est tout à fait différent, à la fois très intéressant et en même temps, on voit bien qu'on surfe, là encore, sur un certain nombre de fantasmes. Là, le propos d'Yuri Zleskin, c'est pas dire que les juifs n'existent pas, c'est dire que nous sommes tous devenus juifs. Pourquoi ? Parce que la modernité, c'est le triomphe de Mercure sur Apollon, c'est donc un peuple nomade, un peuple qui n'est plus attaché, etc., qui voyage, et ainsi de suite. Donc ce serait le triomphe du judaïsme. 15 000 ventes. Donc il faudrait que je trouve un bon angle d'attaque pour essayer de vendre moi aussi quelques ouvrages.
Bien, donc je vais revenir sur mon assimilation du sionisme et du judaïsme, question à laquelle je ne vais pas donner de réponse, je vais simplement essayer de présenter une courte histoire de cette question et essayer donc de permettre à chacun d'apporter un jugement plus nuancé, je pense, sur ce sujet. Pour bien comprendre l'histoire donc de cette assimilation, sionisme égale judaïsme ou judaïsme égale sionisme, il faut bien avoir à l'esprit une chose concernant donc l'histoire du judaïsme, c'est que depuis approximativement 2 siècles, si on prend la très longue histoire du judaïsme, on est dans une phase de crise très profonde, que probablement dans plusieurs siècles, quand on saura l'analyser avec du recul, on mettra sur le même pied d'égalité que l'exil à Babylone ou la destruction du Second Temple, parce que c'est une crise ouverte à l'ère de l'émancipation, donc fin du XVIIIe siècle, avec l'émancipation des Juifs de France et ensuite l'émancipation progressive de la plupart des Juifs d'Europe, qui bouleverse complètement le fondement du judaïsme. Donc je rappelle la fameuse citation de Clermont-Tonnerre, « Il faut tout accorder aux Juifs comme citoyens et tout leur refuser comme communauté ». Évidemment, quand le judaïsme était fondé sur cette base communautaire, c'est un bouleversement profond qui, au départ, est très bien accepté par la plupart des Juifs d'Europe. Ils y voient un progrès conséquent. Mais la suite de l'histoire au XIXe siècle, évidemment, change beaucoup la donne. Donc le sionisme est une des réponses à cette crise ouverte par l'ère de l'émancipation, une parmi des dizaines de réponses à ces possibilités ou à ces questions ouvertes par l'ère de l'émancipation. C'est une réponse relativement tardive, et c'est une réponse qui vient après près d'un siècle d'expérimentation, à une époque où les nationalismes européens, exclusivistes, s'arc-boutent sur un certain nombre de choses et où se développe l'antisémitisme. En quoi est-ce que le sionisme constitue à l'intérieur du judaïsme une révolution ? Et c'est une réelle révolution, tout simplement parce qu'il supplante, il prétend remplacer, en tout cas chez les théoriciens sionistes à l'origine, il prétend remplacer la plupart des piliers du judaïsme. Judaïsme qui, depuis des siècles, depuis la chute du Second Temple, justement, était fondé sur une triangulation autour de la loi, autour de la foi, autour de la mémoire, et qui là est complètement reformé, transformé autour d'un nouveau triptyque, en quelque sorte, la terre, qui était déjà présente, évidemment, à travers la mémoire, mais qui est maintenant concrète, la langue, l'hébreu parlé, et plus seulement rituel, et l'État, évidemment, à créer. Ce qui bouleverse profondément, évidemment, l'esprit du judaïsme quand certains penseurs sionistes pensent le substituer. Mais ce n'est qu'une des réponses à cette ère de l'émancipation. Pour bien prendre le pouls de cette crise, il suffirait, mais on n'a pas la possibilité aujourd'hui, de regarder 3 cartes du peuplement juif dans le monde, une carte en 1800, une carte en 1900, une carte aujourd'hui, et on constaterait que, ne serait-ce que de ce point de vue-là, les centres de la vie juive ont été complètement bouleversés. Au début du XIXe siècle, la principale communauté, la plus vivace et culturellement la plus forte, pour ainsi dire, se trouve dans l'Empire ottoman, subi au cours du XIXe siècle un très fort déclin démographique et culturel, supplanté par le judaïsme d'Europe centrale et orientale. Ce judaïsme d'Europe centrale et orientale va d'abord connaître, avec les pogroms en Russie, donc une fuite vers l'Europe de l'Ouest, puis vers les États-Unis, et évidemment sera détruit quasiment intégralement au cours de la Shoah. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une carte du monde où il y a 2 grands pôles de la vie juive dans le monde, Israël, bien entendu, et les États-Unis qui se disputent l'un et l'autre le leadership, à savoir qui possède le plus de juifs. Pour prendre d'une autre manière le pouls de cette crise, de cette transformation, je vais vous donner 2 citations. Alors bien entendu, la comparaison est forcée, mais je pense qu'elle porte en elle quelque chose d'important. À la fin du XVIIIe siècle, un auteur prussien qui s'appelle Christian Wilhelm von Dohm, qui est un représentant prussien des Lumières, un peu l'équivalent de l'abbé Grégoire en France, donc un auteur qu'on qualifierait de philosémite, qui cherche des solutions pour le sort donc des Juifs qui vivent encore comme des minorités discriminées au sein de l'Europe. Et il en parle ainsi. Il dit « Il faut aider ces infortunés réfugiés asiatiques ». Je le cite, « infortunés réfugiés asiatiques ». Et encore une fois, il ne pense pas à mal. Il fait partie de ces philosémites qui prétendent vouloir aider les Juifs.
Un siècle et demi plus tard, encore une fois la comparaison est vraiment forcée, mais personne n'aurait pensé de désigner les Juifs comme ça au XVIIIe siècle. 186 ans plus tard, j'ai calculé, le général de Gaulle, excédé par son allié israélien, à qui il avait fermement conseillé de ne pas prendre l'initiative des combats en 1967 après la fermeture du détroit de Tirane par Nasser, excédé donc par son allié israélien, c'est le début de la discorde entre l'État français et l'État israélien, donc évoque lors d'une conférence de presse à propos du peuple juif un peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Alors bien entendu, la comparaison est forcée, on est bien d'accord, mais aujourd'hui, personne, je pense, n'aurait l'esprit de parler des Juifs comme un infortuné peuple de réfugiés asiatiques. En revanche, cette thématique autour de l'arrogance, de la force, tout ça revient assez souvent dans les discours. Mais ce n'est pas seulement la vision à l'extérieur du judaïsme qui a pu changer, c'est la vision des Juifs eux-mêmes envers leurs coreligionnaires qui s'est profondément modifiée. Là aussi, la comparaison est encore une fois forcée, mais néanmoins intéressante. Je vais donner 2 exemples à la fin du XVIIIe siècle. Au moment de l'émancipation, se pose une question à l'Assemblée constituante. Bon, on va émanciper les Juifs du littoral atlantique, de Bayonne, de Bordeaux, de Nantes, parce qu'ils sont déjà socialement parfaitement intégrés. Bon, les Juifs de Lorraine, qui vivent en communauté très traditionnaliste, on ne sait pas. Bon, l'abbé Rigoire revient à la charge en 1791, il dit si, on les émancipe tous ou on n'émancipe personne, mais c'est le principe de la Révolution française, l'individu. Eh bien, une pétition est faite par des Juifs donc, du littoral, des Juifs séfarades, pour dire non, il ne faut pas accorder l'émancipation aux Juifs de Lorraine et d'Alsace. À peu près à la même époque, en Russie, en Lituanie plus précisément, le Gaon de Vilna donc, dénonce ses opposants issus du racidisme auprès des autorités. Même encore plus tard, au XIXe siècle, fin XIXe siècle, les autorités consistoriales françaises organisent le départ vers l'Amérique des Juifs russes arrivés en France. Ils ne souhaitent pas accueillir cette communauté qui leur fait du tort à leurs yeux. Ces Juifs en haillons, alors qu'eux sont des Juifs respectables, leur cause du tort, et donc ils les envoient, ils les payent pour aller jusqu'au Havre et ensuite partir. Évidemment, ce n'est pas le cas de tous les Juifs accueillis à l'époque venus de Russie, mais vous voyez bien qu'on n'est pas dans cet élan de solidarité que l'on assimile aujourd'hui au sionisme. Parce qu'évidemment, en comparaison, quand on songe, ne serait-ce que là, au mois de janvier, au discours du Premier ministre israélien, quand il vient à Paris après les différents attentats, et notamment celui contre l'hypercacher, il vient s'adresser aux Juifs de France et il leur dit « Je vous accueille, Israël vous accueille, Israël est votre pays ». C'est déjà ce que disait Ariel Sharon aux Juifs de France au moment des recrudescence des actes antisémites en 2002. Et il disait la même chose aux Juifs argentins victimes de la crise économique en 2001. Vous voyez que là aussi, on a quelque chose qui s'est profondément modifié. Donc pour comprendre ces transformation. Il faut donc revenir au XIXe siècle et voir comment est-ce que l'on passe de cette période d'enthousiasme pour l'émancipation à la constitution donc de l'idéologie sioniste. Le judaïsme d'Europe, en particulier d'Europe occidentale, s'enthousiasme pour l'émancipation et tous y voient une forme de mouvement de l'histoire, dans la mesure où, décennie après décennie, les pays, les uns après les autres, accordent à l'image de la France l'émancipation aux Juifs et font d'eux donc des citoyens à part égale avec tous les autres citoyens de différentes confessions. Bien, mais ce phénomène finit par se briser dans le dernier quart du XIXe siècle, quand avec une crise économique profonde qui commence en 1873 et qui dure jusqu'à 1896, on voit poindre, lié à un certain nombre de scandales également, le krach de l'Union Générale par exemple, l'émergence en France, en Allemagne bien entendu, de mouvements antisémites qui contestent l'égalité civique qui a été accordée aux Juifs il y a longtemps en France, mais relativement récemment en Allemagne, en 1871, au moment de la création du Deuxième Empire allemand. Parallèlement, donc, en Russie, où l'on pensait que le vent de l'histoire allait apporter l'émancipation aux Juifs aussi, et on voyait des timides réformes poindre dans les années 1860, eh bien, l'assassinat du tsar Alexandre
Et les accusations contre les Juifs sur la responsabilité de ces assassinats vont complètement modifier évidemment la donne. L'antisémitisme va devenir une quasi-politique d'État en Russie. Et c'est pas étonnant donc de voir que c'est de Russie que viennent les premières réflexions nationalistes à l'intérieur du judaïsme autour de l'émancipation. Nous ne pourrons pas être juifs en Russie, nous ne pourrons pas être juifs en Allemagne, ils ne nous accepteront jamais, dit Herzl, par exemple. Donc de Russie après donc cette première vague de pogrom de 1881-1882, donc consécutive encore une fois à l'assassinat du tsar Alexandre II, où un médecin du nom de Léon Pinsker, qui a fait ses études en Allemagne et qui est un partisan de l'émancipation des Juifs en Russie jusqu'en 1880-82, a une forme de révélation en quelque sorte. Il se dit que ça ne fonctionnera jamais, qu'ils ne seront jamais acceptés. Il est l'auteur de cette phrase qui dit que l'antisémitisme est une pathologie et qu'on ne saurait guérir. Et donc il fonde le mouvement qu'on appelle le mouvement des amants de Sion, qui prône donc une installation sur une terre pour eux-mêmes, aux Juifs. Cette terre, Pinsker lui-même au début n'a pas forcément fait son choix, puisqu'il pense même créer un État juif au sein des États-Unis d'Amérique, mais très rapidement, évidemment, il s'avère qu'avec les liens liés à la mémoire, notamment à l'intérieur du judaïsme, c'est vers la Palestine que se tournent les premiers colons juifs. Bien. Mais le sionisme, à l'époque, n'est qu'un mouvement embryonnaire. Il aurait pu disparaître à maintes reprises. Cette première vague de migration aboutira à un échec parfois terrible pour ces premiers colons. Il faudra une deuxième naissance au sionisme avec Theodor Herzl en 1897. Et il faudra donc, après cette deuxième naissance, survivre à d'autres crises internes extrêmement lourdes et qui vont en quelque sorte cristalliser le sionisme, lui donner la forme qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui. Cette première crise, c'est la crise dite territoriale, entre 1903 et 1905. Herzl dit, voilà, pour qu'on ait un État, il faut d'abord qu'on négocie avec les puissances européennes. Il faut qu'on nous donne une charte d'installation. Alors il dit, la Palestine, évidemment, ça fait la quasi-unanimité chez nous tous. Mais quand il essaye d'être reçu par le sultan ottoman, il n'arrive jamais à le voir, et ses représentants le font tourner un peu en rond, et il n'obtient rien. Et puis en 1903, il a rencontré des autorités britanniques et les Britanniques leur proposent de constituer un État juif en Ouganda. En réalité, ce serait plutôt le Kenya actuel. Et cette proposition, il va la faire au congrès sioniste, au 5e congrès sioniste en 1903. De là commence une très grave crise à l'intérieur du sionisme qui aurait pu aboutir à la disparition complète du mouvement. Mais de cette crise, donc à savoir où peut-on constituer un État juif, sortira la décision définitive, ça sera la Palestine. Bien, mais ça s'est joué à l'intérieur du congrès sioniste à quelques voix, la décision d'installation, ou en tout cas d'étude du projet de l'Ouganda. La dernière grande crise, il y en a eu d'autres, mais constitutive en tout cas de l'identité du sionisme, c'est la question de la langue. Le sionisme refondé par Herzl avait choisi l'allemand comme langue des congrès. Tout le monde devait s'exprimer en allemand, y compris les juifs russes. C'est une forme d'ailleurs de domination du judaïsme d'Europe centrale sur le judaïsme russe. Ça ne plaisait pas beaucoup aux juifs russes qui ne voulaient pas du russe d'ailleurs comme langue, mais qui voulaient soit du yiddish pour certains, soit de l'hébreu. Et c'est une crise assez profonde qui va se régler à peu près avant-après la Première Guerre mondiale, autour d'un événement, donc la fondation du Technion, il s'appelle le Technion à Haïfa, donc institut technique, mais qui avait été proposé comme nom Technicum en allemand. Bien, donc il fallait savoir quelle a été la langue d'enseignement de ce premier institut en Palestine. Et dans le cadre, après la Première Guerre mondiale, dans le cadre du mandat, c'est évidemment l'hébreu qui sera choisi comme langue, mais là aussi ça n'allait pas de soi. Donc vous voyez qu'à l'intérieur même du sionisme, on a des visions très divergentes du projet. Certains considèrent que le sionisme supplante le judaïsme. Pour les sionistes religieux, ce n'est qu'un appui à la religion. Certains pensent que le sionisme doit supprimer complètement le judaïsme à l'intérieur même du mouvement. Donc on a des visions extrêmement différentes. Mais tout ça ne doit pas faire oublier que dans ce mouvement,
déjà très divisé à l'intérieur, est rejeté par l'immense majorité du judaïsme en Europe ou aux États-Unis. Le sionisme subit l'opprobre à peu près partout. Il subit l'opprobre de ceux qu'on appelle à l'époque, non pas les Juifs de France ou les Juifs d'Allemagne, qu'on appelle plutôt les Israélites à l'époque, soit pour des raisons nationales, en disant « mais non, mais moi je suis citoyen français », et puis votre proposition renforce l'antisémitisme autour du thème de la double allégeance du juif dont on parlait tout à l'heure, soit pour des raisons plus philosophiques, le judaïsme est ouvert au monde, la solution nationale est un repli sur soi. Autre opposition très forte, les socialistes juifs extrêmement nombreux en Russie. Vous connaissez donc les grandes figures de la révolution bolchevique, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Radek, etc. Sverdlov, il en manque. Donc, profondément implanté chez les juifs de Russie, constitue un mouvement très assimilationniste et totalement opposé par essence au sionisme, qui qualifie de mouvement bourgeois. Mais également le bundisme, socialisme juif, qui là revendique l'identité juive, mais également une identité socialiste, et qui veut se battre en Russie pour obtenir une autonomie politique et culturelle pour les juifs, et qui rejette également radicalement le sionisme. Et également l'immense majorité des juifs orthodoxes d'Europe centrale et orientale, qui considèrent que ce n'est pas à Herzl ou à quiconque de décider qu'on va installer un État juif en Palestine, que l'exil est le fruit d'une volonté divine et qu'on ne saurait y revenir que le jour où Dieu aura décidé qu'on y revienne. Bien. Alors le sionisme a tenu bon, en quelque sorte. Il a tenu bon, il a réussi à reconstituer un foyer avec une deuxième vague de migration à partir de 1904. Il a tenu bon après la Première Guerre mondiale, il a réussi à faire reconnaître à l'intérieur du mandat britannique une position légale en Palestine. Mais il a également bénéficié d'un certain nombre de coups du sort. Il n'y a pas que la ténacité des défenseurs du sionisme. Ils sont encore très peu nombreux, les colons juifs en Palestine, dans les années 20, à peine un peu plus d'une centaine de milliers. Mais en Europe, le gouvernement polonais discrimine les juifs et les autres États d'Europe occidentale n'acceptent plus, et les États-Unis non plus, après 1924, l'immigration. Et donc ces juifs polonais, pas nécessairement conquis par la cause sioniste, vont venir en Palestine parce qu'ils n'ont que là où aller. Ils vont bénéficier également des décisions prises par Hitler à partir de 1933, où beaucoup de juifs allemands, ne pouvant pas non plus aller en France ou aux États-Unis du fait de la fermeture de l'immigration, vont venir un peu par défaut en Palestine. Et évidemment, a posteriori, la Seconde Guerre mondiale et la destruction des oppositions aussi au sionisme en Europe centrale et orientale avec la Shoah va donner raison a posteriori au sionisme et lui accorder évidemment une image tout autre après donc la destruction de 6 millions de juifs en Europe. On aurait pu considérer qu'en 1948, la création de l'État d'Israël met un terme au sionisme, puisque l'objectif était atteint. Il y avait désormais un État juif, même menacé bien entendu dans son intégrité, mais il y avait bien un État juif. Mais l'autre élément qui conduit aujourd'hui à cette assimilation sionisme égale judaïsme, c'est la décision de David Ben-Gurion, donc fondateur de l'État, Premier ministre d'Israël, de maintenir vivante l'organisation sioniste mondiale en parallèle de l'État d'Israël, considérant que, et ce sera acté en 1950 avec la vote du loi du retour, que l'État d'Israël n'est pas seulement l'État de ceux qui y vivent en 1948 ou en 1950, mais l'État de tous les Juifs du monde, appelés à les accueillir tous, si nécessaire ou si besoin. Et donc évidemment, l'État d'Israël est défini de la sorte, et progressivement, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on constate que dans les communautés meurtries d'Europe, et y compris aux États-Unis, eh bien, ce nouvel État, qu'on voit au départ un peu comme un ovni, parce qu'il faut bien s'imaginer que le sionisme était extrêmement marginal avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il commence à prendre de la place dans les représentations, dans la place dans les esprits. C'est tout à fait évident en 1967, lors de la guerre des 6 jours, où pour la première fois en France, mais pas seulement, des Juifs sortent dans la rue avec le drapeau israélien pour manifester leur soutien à l'État d'Israël. Et ça se manifeste encore évidemment aujourd'hui. Tout cela évidemment conduit à cette assimilation sionisme égale judaïsme. Et tout ça évidemment constitue un élément très difficile à gérer dans le cadre du conflit israélo-palestinien.
Bien. Mais ce que je voudrais dire, pour terminer, c'est que contrairement aux représentations que l'on peut se faire donc, de ce monolithe sioniste ou de ce monolithe juif, j'ai déjà essayé de le montrer, il y a une très grande diversité d'expressions du sionisme dans le passé et encore aujourd'hui. Vous avez également, même si l'idéologie sioniste a pris une place importante en diaspora, c'est une évidence, il y a toujours des juifs en France, aux États-Unis, ailleurs, qui ne se reconnaissent pas, ou seulement partiellement, dans l'idéologie sioniste, évidemment. Et surtout, le plus important, c'est que même un juif qui se dit sioniste, parce qu'il adhère simplement à l'existence de l'État d'Israël, ou à sa défense, ou à son intégrité, on peut être sioniste de façon extrêmement différente. Lors des dernières élections israéliennes, l'opposition de gauche, donc, qui a perdu les élections, se présentait comme une opposition sioniste et comme le vrai sionisme, parce qu'en acceptant un État palestinien et en séparant donc un État juif et un État arabe de façon distincte et claire, eh bien, on permettait la survie du principe même de l'État juif. Alors que certains craignent qu'avec la poursuite de la colonisation, avec l'émission de plus en plus importante des communautés, eh bien, on soit dans l'impossibilité un jour de créer deux États distincts sans transfert massif de population, ce qui serait évidemment inacceptable. Donc, ma conclusion, ici, c'est qu'il faut toujours essayer de changer de focale, d'essayer de rappeler que la diversité dans le judaïsme reste toujours importante, même si le sionisme a pris désormais une place centrale. C'est une évidence. Que tout juif, évidemment, n'est pas sioniste par définition, et surtout que dans le sionisme, il y a des multiplicités d'expressions. En Israël aujourd'hui, vous avez des Israéliens, juifs, évidemment, je ne parle pas de la minorité arabe, qui se disent non-sionistes ou post-sionistes, qui veulent créer un État d'Israël qui soit, à l'image de la République française, un État de tous ses citoyens, et non plus un État où on a une citoyenneté israélienne et diverses nations à l'intérieur. Vous avez donc des sionistes classés à gauche, favorables à la création donc, de deux États. Vous avez d'autres expressions du sionisme favorables à la colonisation. Donc il faut faire très attention dans l'emploi soi-même du vocabulaire sioniste, je suis sioniste ou tu es sioniste, et essayer donc de voir que dans l'histoire longue de ce mouvement et de cette assimilation, il y a beaucoup de nuances à apporter. Je vous remercie. Merci à vous, Vincent. C'est bon. On est désolé un peu de devoir raccourcir à chaque fois votre temps de parole. On a un peu le mauvais rôle en quelque sorte. Mais avant de passer aux questions du public, on va poser quelques questions nous-mêmes afin d'éclaircir un peu ce qu'ils ont dit et approfondir un peu en partie. Vous avez quelques minutes pour pouvoir répondre à nos questions et ensuite on basculera directement sur les questions de notre cher public. Alors, Homero, vous avez parlé à un moment, vous avez utilisé l'expression fermeture de la porte du Ijtihad, si j'ai bien entendu. Si j'ai bien compris, donc c'est le basculement entre le moment où, dans la théologie de l'islam, on était plus très ouvert aux questions d'altérité, et le basculement vers le moment où on s'est refermé plus sur des questions identitaires. J'ai bien compris. Okay. Est-ce qu'on a eu des idées historiquement un petit peu des causes de ce basculement ? Alors je serai prudent et modeste parce que je ne prétends pas du tout être spécialiste de cette période historique. Moi actuellement, depuis plusieurs années maintenant, je m'intéresse aux exégèses traditionnelles musulmanes qui couvrent en gros la période allant de la grande exégèse de l'imam Tabari, qui est du IXe siècle, jusqu'aux exégèses contemporaines. Et j'essaye de comprendre comment un certain nombre l'exégèse, c'est-à-dire les interprétations du Coran, donc les interprétations du texte coranique. Oui, si je parle dans un jargon un peu trop obtus, il ne faut pas hésiter à me le dire. Et j'essaye de voir comment certains thèmes ou certaines images, elles se transposent à travers les époques. Et on voit quand même que
dans les premières interprétations du texte coranique qui vont être compilées jusqu'en gros le Xe siècle, il y a un débat, il y a une ouverture d'esprit, il y a énormément de diversité dans la production normative, c'est-à-dire dans les façons d'interpréter le texte coranique. Et par la suite, progressivement, on voit le focus se restreindre, c'est-à-dire comme si les exégètes, les théologiens musulmans s'interdisaient de sortir de cette espèce de sentier battu. Les anciens ont dit ça, parmi les anciens, il y a une majorité qui allait dans ce sens-là, on ne change plus. On ne change plus, puis on suit un chemin jusqu'à aujourd'hui où beaucoup de théologiens, de prédicateurs dans le champ musulman se permettent de dire les anciens exégètes ont produit une interprétation du Coran, point barre, on ne doit pas chercher à aller plus loin. Et on a des discours du type la religion ne doit pas s'adapter au monde moderne, vous êtes des pro-occidentaux, vous voulez transformer la religion, etc. Et concernant le thème qui nous intéresse, ça se double du fait qu'il y a un certain nombre de thèmes qui vont être figés à un moment donné, comme si le monde n'évoluait pas, et on va commencer à avoir la diversité du monde qui est sans cesse évolutive. Dire le monde d'aujourd'hui, le simple concept de citoyenneté est une production du monde moderne. Parfois, il y a des musulmans qui disent le prophète Mohammed a instauré un État laïque à Médine. C'est un contresens phénoménal. Sur la laïcité et la production de la modernité. Parfois, on veut relire l'histoire dans les deux sens. Dans le sens, notre religion nous avait déjà dit, ou bien c'était déjà pratiqué comme ça avant. Et parfois, c'est la négation de la modernité ou du monde contemporain en disant non, mais les anciens avaient déjà dit des choses, on n'a pas à les changer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment ces images de l'altérité, elles vont se reproduire au fur et à mesure, et comment on en arrive aujourd'hui à parler de la diversité des religions en pensant qu'elle reflète ce qu'un texte a pu en dire à une époque donnée. D'accord ? Et je ne suis pas relativiste en disant ça, je ne dis pas que le Coran est un texte obsolète, dépassé, puisque moi-même je me revendique en tant que musulman, mais simplement le Coran nous parle de communautés religieuses à un moment donné, il évoque des pratiques de ces communautés religieuses. Attention à ne pas croire que les communautés religieuses d'aujourd'hui sont ce que le Coran a pu dire de ces communautés à un moment donné. C'est ça le danger. J'ai un petit problème avec mon micro depuis le début. Je vais plutôt poser une question à Vincent. Moi, du coup, c'est plus historique. Ça peut rejoindre un peu la sociologie, mais du coup, Homero complétera s'il le désire. On parle beaucoup des préjugés qu'on a entre juifs et musulmans. C'est souvent lié justement à ce que vous expliquez depuis tout à l'heure, au conflit et à l'historique justement entre judéo-musulmans. Mais le problème, c'est qu'on retrouve aussi ces préjugés dans d'autres communautés religieuses et qui sont plus ou moins fondées, mais justement... Chez les athées. Ouais, c'est ça. Oui, athées aussi, bien sûr. Les athées aussi ont leur conviction personnelle sur le sujet. Et justement, on voudrait savoir d'où viennent ces préjugés-là qui ne sont pas forcément liés à un contexte historique en particulier. Quels préjugés précisément vous faites référence ? Quasiment les mêmes que ceux qu'on retrouve dans notre société actuelle en termes... les musulmans... En général, je vais vous dire quelques clichés un peu crus. Les juifs, c'est tous les riches, c'est ceux qui contrôlent les médias. Les musulmans, c'est que des terroristes. De toute façon, ils se font sauter pour rien. Pour leur djihad. Bon, bref,
Voilà, à peu près. Je vais dire ça un peu rapidement, mais c'est souvent lié, en fait, justement, ils s'inspirent, à mon avis, je pense que c'est surtout de l'image que les médias divulguent en général. Après, je ne sais pas trop d'où tiennent justement ces préjugés-là. Alors, on peut faire une généalogie de certains préjugés. Le préjugé des Juifs et l'argent, il est connu, il est extrêmement classique. Dans l'Occident chrétien, comme dans le monde musulman, le commerce d'argent n'était pas licite, mais en même temps, pour faire du commerce, on en a besoin. Et donc, on avait une communauté qui ça posait pas de problème. Donc, on passait par des prêteurs juifs ou dans certaines périodes, en Italie au Moyen-Âge, on s'arrangeait pour faire des fausses lettres de change et prêter avec un taux usuraire exceptionnel. Mais voilà, on a eu... Et pour les communautés juives qui vivent toujours dans un statut, que ce soit à l'intérieur de l'islam ou dans la chrétienté précaire, c'est une forme, une possibilité, une ouverture qui est faite. Et donc, de fait, c'est loin d'être le seul métier dans lequel se spécialisaient les juifs à l'époque médiévale. Il y avait énormément de juifs médecins, par exemple. C'est sans doute aujourd'hui jugé autrement valorisant. Mais il y avait cette spécialisation-là. En Pologne, on les utilisait pour récupérer les impôts. Vous imaginez comment ça pouvait parfois poser problème quand il y avait une crise, comme souvent face aux impôts. Donc bon, quand tout allait bien, super, mais quand ça allait mal, ils étaient entre la noblesse polonaise et le petit peuple, ils étaient évidemment le chaînon qui, en général, sautait, et c'était à eux qu'on s'en prenait, parce qu'on les voyait comme eux, les responsables de la trop grande imposition du peuple. Donc cette question-là, on peut la voir. Elle a été prolongée ensuite avec, dans le cadre de l'ère de l'émancipation dont j'ai parlé tout à l'heure, la fondation donc, de grandes banques juives transnationales, le cas des Rothschild évidemment, avec des filiales en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. Et les vieux préjugés sortis donc de cette époque du prêt sur gage à l'époque médiévale sont ressortis au XIXe siècle par à-coup, au moment de crise comme le krach de l'Union Générale que j'ai cité précédemment en 1892. L'Union Générale, c'était une banque qui avait été fondée où le principe c'était on fonde une banque sur des capitaux que catholiques, parce qu'il y avait aussi les protestants, il ne faut pas oublier, la banque protestante aussi nuisait aux catholiques. Donc on fonde une banque avec que des capitaux catholiques, et il se trouve qu'en 1892, la banque elle s'effondre, craque complet. Et qui est responsable ? Les juifs, les protestants. Voilà. Donc on peut faire une généalogie comme ça de ces éléments-là. Bon, on le retrouve encore aujourd'hui, et j'ai enseigné au collège ces dernières années, c'est le préjugé qui revient le plus souvent, plus que tous les autres, les juifs et l'argent. Bon, jusqu'au fameux gang des barbares qui enlève Ilan Halimi parce qu'un juif c'est riche, quoi. Le pauvre, il venait d'une famille de sarcelles de très modeste extraction, il vendait des téléphones. Le malheureux a payé pour ce préjugé qui est complètement absurdissime. Enfin, il suffirait dans ce cas d'aller en Israël pour constater qu'en Israël, comme dans la plupart des pays au monde aujourd'hui, il y a des très riches et puis il y a aussi beaucoup de très pauvres. Et, bref, ça n'a aucun sens. Mais pour revenir sur le cas d'Israël ou du judaïsme en général, je pense que ça va au-delà, que les préjugés vont au-delà de bien d'autres cas de préjugés sur d'autres communautés, sur d'autres groupes, parce qu'il y a cette histoire extrêmement longue du judaïsme, extrêmement étonnante, surprenante. On a du mal à expliquer comment est-ce que ce tout petit groupe de militants sionistes du XIXe siècle, rejeté par à peu près tout le monde à l'intérieur du judaïsme, a réussi à parvenir à ses fins et créer un État juif en Palestine qui semblait, encore une fois, à l'immense majorité des juifs, je parle que des juifs en Europe, complètement absurde et irréalisable, utopique. Donc tous ces éléments-là, cette survie sur la longue durée d'une communauté juive, ces résultats parfois extraordinaires font qu'il y a des fantasmes qui se collent sur le judaïsme, qui se collent aujourd'hui sur Israël, et qui font que voilà, il y a une place un peu particulière à l'intérieur de l'échelle des préjugés. Décidément. Merci. Du coup, ouais.
Il y a Cicéron qui a parlé de ça dans son histoire des peuples. À l'université, j'ai vu ça. Il parle des Juifs comme des gens aimant l'argent. Dès le début du premier millénaire, il dit ça déjà. Il dépeint déjà les Juifs comme les gens avares entre eux qui aiment l'argent. Au-delà de ce préjugé juif argent qui date de décennies, moi, je voudrais rajouter, enfoncer un clou encore un peu plus... toi, tu as dit cru, mais tu as été gentil. Sundus, aujourd'hui, en 2015, qu'est-ce qui fait qu'on puisse répéter encore des schémas de racisme tels qu'on le vit aujourd'hui? Moi, je le vois ici, dans notre société, qui est quand même la société française, des gamins qui sont nés en France, qui ne connaissent pas ce contexte géopolitique, ne connaissent pas cette partie de l'histoire, ne fréquentent pas la communauté juive, ou en tout cas des gens de confession juive. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des gamins nés en France peuvent avoir autant de préjugés sur une communauté qu'ils ne connaissent pas? Quand on parle de racisme et qu'on l'oppose à antisémite ou antisémitisme, j'aimerais qu'on m'explique la différence ou qu'on explique la différence à certains jeunes. Moi, j'ai toujours cru depuis toute petite que moi-même j'étais sémite. Et certains jeunes maghrébins, eux, pensent le contraire. Que être sémite, ce n'est que pour les juifs, que c'est que être juif. Donc moi, j'aimerais juste qu'on explique ça. Bien évidemment, l'histoire, elle est très importante. Mais aujourd'hui, dans notre société actuelle, en 2015, qu'est-ce qui fait que ce racisme devient de plus en plus fort dans la bouche de nos gamins qui ne connaissent pas l'histoire? Donc, je vais enfoncer encore plus le clou que toi, Sundus, mais merci d'avoir posé la question. Pas que. Nous sommes tous co-responsables de ce qui arrive. Moi, je crois que la réponse, elle est dans la question. Hein. Ça se produit parce qu'il y a une méconnaissance complète, tout simplement. Sur cette histoire d'antisémitisme, juste une remarque. J'ai entendu tout et n'importe quoi là-dessus. J'ai entendu des jeunes originaires du Maghreb me dire « mais je ne peux pas être antisémite, je suis sémite ». C'est une absurdité complète. Et une histoire de ce terme... une histoire intéressante. Le terme de sémite a été inventé au XVIIIe siècle par un philologue allemand pour désigner donc une famille de langues. On connaissait la parenté de l'araméen, de l'hébreu, de l'arabe dès le Moyen-Âge. On s'est associé d'autres langues redécouvertes, l'acadien, l'amharique, etc. Le terme de sémite ne désignait donc qu'une famille de langues parmi d'autres familles. Quand Renan... lui-même philologue, extrêmement bon connaisseur de l'hébreu, se prononce comme antisémite, il n'est pas spécifiquement anti-juif. Il considère en fait que les langues sémites sont une forme de frein au développement de l'esprit, que c'est des langues qui limitent la connaissance de Dieu, mais après on ne peut pas créer grand-chose. Donc Renan était en quelque sorte antisémite, mais de façon globale. Quand le terme est inventé, véritablement, le terme d'antisémitisme, je crois que c'est 1879, par un journaliste autrichien qui s'appelle Wilhelm Marr, là, il est très clair que dans l'esprit de Wilhelm Marr, on est dans cette crise économique qui a commencé, on est dans cette contestation de l'émancipation donnée aux Juifs dans l'Empire austro-hongrois en 1867, dans l'Empire allemand en 1871. Il est très clair que Wilhelm Marr ne s'en prend que aux Juifs. Donc c'est malheureux peut-être pour tous les autres sémites, mais l'antisémitisme ne concerne que les juifs. Quand on est anti-arabe, on ne se dit pas « je suis antisémite ». Donc il faut faire bien attention sur cet usage-là. Là aussi on peut jouer avec les mots comme avec le terme de sionisme. Soyons clairs, l'antisémitisme aujourd'hui, par l'emploi qui en a été fait, c'est la haine des juifs. Le terme d'islamophobie a été
inventé plus récemment. Qu'est-ce qu'il adviendra de son usage? Qu'est-ce qu'il désignera plus tard? Je ne sais pas. Mais voilà, il faut être assez clair et rigoureux sur l'emploi, sinon voilà, c'est un dialogue de sourds, hein, comme quand on dit t'es sioniste, ah bah alors t'es un salaud. Oui, on peut dire je suis sioniste parce que je suis attaché à l'État d'Israël. Si ça ne veut dire que ça, c'est pas la même chose que je suis sioniste. Je souhaite coloniser l'ensemble de la Palestine, le Sinaï, le Golan et mettre dehors tous les Arabes. C'est pas la même chose. Bien, donc il faut juste prendre le temps de dialoguer. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Je vais réagir également. Ce sont des pistes, hein, on est là pour réfléchir tous ensemble. Hein. Vous savez, les intervenants sont des gens qui aident à la réflexion, mais ils n'ont pas forcément réponse à tout. En tout cas, par rapport à la question que tu poses, Aïcha, il faudrait explorer plusieurs pistes. Bon, nous, en sociologie, on emploie un concept qui est celui d'ethnicité. L'ethnicité, c'est le mécanisme de production de la différence. Qu'est-ce qui fait que je vais me rattacher à un groupe? Comment je vais me définir à un moment? Et je vais produire aussi des images sur les autres groupes. Mais il y a un autre niveau de l'ethnicité, c'est celui qui est relatif à l'État. L'État lui-même produit de la différence. Et il faut le reconnaître, dans la société française, les politiques, les responsables politiques nationaux eux-mêmes ont des discours clivants, pas depuis quelques années, mais depuis longtemps déjà. L'État français lui-même pousse les communautés religieuses à se doter d'instances qui représentent une communauté de foi, mais c'est une communauté aussi. Donc, il faut déjà interroger ce mécanisme global de production de la différence. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai essayé de comprendre en partie comment certaines images se sont transposées de certains groupes vers d'autres groupes. En gros, aujourd'hui, concernant les arabo-musulmans, si on peut faire très simple, ce n'est pas un concept ici que j'emploie, mais c'est pour faire très simple, on voit qu'il y a tout un ensemble d'images très stigmatisantes, double allégeance, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas la même culture, les Polonais, les Italiens se sont bien intégrés dans la société française parce qu'ils avaient la même religion, eux, ils n'ont pas la même religion, etc. Eh bien, sachez que, globalement, ce sont les mêmes images que celles qu'on employait pour stigmatiser les Italiens, les Polonais, puis les Espagnols. Puis, il y a eu la guerre d'Algérie qui a été traumatisante pour la société française. Traumatisante au sens où, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de politiques français qui perçoivent l'altérité musulmane directement en lien avec cette histoire récente. Donc ça, il faut l'interroger aussi. D'un autre côté, il faut interroger le fait que les identités religieuses aujourd'hui sont des catalyseurs d'appartenance communautaire chez les musulmans, mais pas uniquement. Protestantisme évangélique, judaïsme aussi, etc. Donc, et on se définit à travers une identité religieuse par un mécanisme aussi d'assignation à être des autres. C'est-à-dire que on se décode à travers une identité religieuse et on a tendance à décoder les autres à travers aussi une identité religieuse. Et parfois, chez les musulmans, il peut y avoir cette tendance à stigmatiser l'autre. C'est très simple. Hein. Il s'appelle comment, tel individu? Ah, c'est un juif. Oui, j'en ai rien à foutre que ce soit un juif. Ouais, mais bon, pourquoi tu poses la question? Est-ce que c'est un juif? Cette information, elle te donne quoi comme renseignement sur la personne? Ça peut être un élu, ça peut être le responsable d'une institution, etc. Puis le simple fait qu'il soit juif, bon, au minimum, c'est un suspect, quoi. On ne sait pas trop, mais il est suspecté de quelque chose. Et pour les musulmans, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que dans la société française, il y a aussi ce type de stigmatisation. Mais il y a un troisième point, en tout cas, c'est une thèse que moi je soutiens, c'est qu'il y a des images très stigmatisantes, et pour l'islam, je parlerai d'un anti-judaïsme historique qui s'ancre quand même assez loin et qui traverse, je pourrais dire à la Durkheim, il y a une espèce d'inconscient collectif qui se transmet de manière intergénérationnelle. Ça peut s'ancrer dans l'Yahoud Hashak, d'accord, hein, c'est-à-dire le juif sauf votre respect, c'est une expression arabe très péjorative pour dénigrer quelque part celui qui est fondamentalement différent. Et ça, il faut aussi qu'on puisse l'interroger un moment, mais à tête reposée.
Et il faudrait qu'on puisse aussi le travailler en intra-musulman, sur tout ce qui a traversé l'histoire et qui se transmet de manière générationnelle. Même l'expression de la douleur a une part de culture qui nous dépasse. Il y a tout un ensemble de choses comme ça qui sont ancrées au fond de nous. Donc ça, on doit être capable de l'interroger, parce que ce n'est pas anodin qu'un jeune qui ne connaît pas du tout l'histoire contemporaine du judaïsme ou de l'islam en vienne comme ça d'emblée à stigmatiser l'autre. Et on devrait interroger un quatrième aspect, qui est toute la mode des théories du complot, où le franc-maçon, le juif sont revenus au goût du jour, et ça pullule sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec tous les réseaux complotistes qui sont vraiment très à la mode aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, je me suis un petit peu énervé, là. Mais je voulais dire que les valeurs, c'est à nous de les transmettre à nos enfants. C'est aux enseignants de les transmettre. Les valeurs que nous avons reçues, enfin moi j'ai 78 ans, que j'ai reçues aussi bien à l'école laïque qu'à l'école catholique, j'ai fréquenté les deux, on nous donnait des valeurs. Maintenant, il n'y a pas tellement d'éducation religieuse dans nos écoles. Il n'y a pas d'éducation sur le plan des communautés, sur le rapprochement des uns des autres, sur la convivialité, de moins en moins. Hein, je m'aperçois que mes petits-enfants ne reçoivent pas ça. Hein, et l'État non plus. Et vous avez parlé, même vous, tout à l'heure, de Daesh. Est-ce que vous avez parlé des chrétiens au moment de Daesh? Non. Vous parliez toujours des juifs. Il n'y a pas que la communauté juive et la communauté musulmane aujourd'hui là dans notre assemblée. Il y a aussi les catholiques. Hein, et en ce moment, Daesh, il tue pas les juifs, ils en tuent certainement, mais il tue surtout des chrétiens. Hein, c'est 225 000 chrétiens qui ont quitté sous la pression de Daesh. Hein, et c'est ce qui se passe maintenant qui m'intéresse. Ce qui s'est passé dans notre histoire, mais il y a eu pas mal de choses. Hein, les catholiques ont tué certaines communautés, les ratonnades, tout ce qu'on pourra, on parlait bien des choses. Hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Hein, on a soulevé, bien sûr, l'affaire du 7 janvier, ça a soulevé toutes nos communautés, mais il y a d'autres choses. Il y a aussi forcément nos banlieues parisiennes qui sont bien séparées et malheureusement ne reçoivent pas. Il y a des choses qui se passent et n'arrivent pas à trouver du boulot, etc. Tout ça, c'est un ensemble. Hein. Mais là, on parlait que de l'histoire. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, on parlait de rebord des trois religions, hein, entre autres, et des athées, hein, parce que c'est quand même, et puis des laïcs qui ne sont pas. Il fallait parler de tout le monde, pas seulement de. Hein, voilà. Moi, j'ai trouvé que votre discours était plutôt axé juif, musulman. Peut-être j'ai mal été compris tout à l'heure. J'ai bien dit que Daesh était en train de liquider les communautés chrétiennes qui étaient au Moyen-Orient, et j'ai bien parlé donc du fait que ces communautés faisaient partie de l'histoire justement de ces sociétés musulmanes. Donc je vous rejoins tout à fait. Si j'ai mal été compris, donc je corrige immédiatement mon propos. Maintenant, si vous avez 78 ans, vous êtes né en 1937, j'ai fait le calcul rapidement, donc vous avez été scolarisé avant les années 60. Donc vous avez vécu la fin de la Troisième République et le début de la Quatrième. Donc vous avez connu un système d'éducation qui n'était pas exactement le même que celui qu'on vit aujourd'hui. Donc moi, je ne peux, à titre personnel, qu'acquiescer à ce que vous venez de dire. Alors juste pour recentrer, nous, la commande qui a été faite, c'est de discuter du dialogue judéo-musulman, puisqu'il y a déjà eu une conférence à la mosquée de Nantes-Est
qui abordaient d'autres aspects du dialogue. Donc nous, on a répondu à une commande. Je voulais juste un petit rappel. Nous vivons en France, qui est une société judéo-chrétienne. Et aujourd'hui, sincèrement, quand on voit les problèmes, on a moins de problèmes, et je le dis parce que je suis de culture musulmane, on a moins de problèmes avec la population, ou en tout cas la communauté chrétienne, que des discussions ou des échanges entre musulmans et juifs. Et là, il y a des incompréhensions. Et quand on entend le racisme, et je l'ai dit à Homero Maranjo, je l'ai dit à mon ami Avi aussi, que quand on travaille sur les quartiers populaires, et je ne veux pas stigmatiser les quartiers populaires parce que je suis très attachée, parce que je suis engagée dans ces quartiers, quand j'entends des gamins avec des propos racistes, j'ai mal à mes oreilles ont mal. Et souvent, ça s'adresse aux juifs, on s'attaque aux juifs. Souvent, monsieur, venez discuter avec eux. Et les attentats du début janvier ont amplifié ça. Et il y a eu aussi ce racisme qui s'est amplifié envers la communauté musulmane aussi. Et des gens qui ne vont pas à la mosquée, des gens qui ne pratiquent pas, eux-mêmes, aujourd'hui, disent les regards ont changé sur nous. Même moi, quand je marche dans la rue, on voit le changement des regards sur les autres. Quand il y a une femme voilée qui traverse la rue, quand elle va faire ses courses, j'avais jamais vu ce regard-là aussi raciste à Nantes. Je l'avais jamais vu. Et mon combat, il est ici à Nantes. Et je vous jure, monsieur, qu'on a moins de problèmes avec les chrétiens, en tout cas dans le rapport et dans la stigmatisation, qu'entre juifs et musulmans. Bonsoir. Je ne sais pas si je me lève, je suis assez grand. Non, pas de souci. Ce n'est pas forcément une question, c'est plus une remarque. J'ai croisé le rabbin Yoni tout à l'heure à la faculté et je lui disais que j'étais très content car ça faisait une quinzaine d'années que j'attendais ce moment de rentrer dans cette synagogue de Nantes, mais malheureusement, c'est qu'une première étape, le centre culturel, et j'espère que Avi nous permettra d'aller dans la synagogue lors d'une prochaine visite. Je pense que c'est une réelle difficulté, cette relation qu'on peut avoir avec cette communauté. Moi, je la regrette le premier, mais c'est vrai que ce que Aïcha a dit, c'est une réalité. Aujourd'hui, nos enfants, les enfants de la République, les enfants qui grandissent dans les quartiers, essentiellement, et pas que, ont une méconnaissance de cette communauté, parce que je pense qu'à Nantes, déjà, dans un premier temps, on n'a pas une communauté, je pense, très importante. Moi, c'est vrai que quand je vais à Gonesse, dans ma famille, la synagogue est en bas de chez ma cousine, c'est dans le paysage. Mais c'est vrai qu'à Nantes, du fait qu'on ne côtoie pas forcément, et on n'a pas eu la chance de côtoyer des gens qui étaient de cette confession-là, il y a une méconnaissance. Moi, je vais vous donner juste, et je finirai par ça, en 2011, j'étais animateur dans une colonie de vacances, et j'ai eu la chance de côtoyer un groupe qui venait de Boulogne-Billancourt, et j'ai le souvenir d'un petit jeune qui s'appelait Liron. Et le jeudi, 2 jours avant notre départ, je lui dis vous aussi, vous partez samedi. Et ce petit me dit non, moi je pars demain parce que samedi, on ne peut pas. Je lui dis comment ça, samedi, vous ne pouvez pas? Il me dit samedi, c'est Shabbat. Et je vous promets que ça a été un déclic. C'est la première fois que j'ai eu en face de moi un jeune juif. Et au fond de moi, je me suis dit mais c'est un juif. Et après, je me suis dit mais ça fait quoi? C'est pas grave. Tu as passé une semaine avec lui où vous êtes super bien entendu, tu l'as beaucoup aimé, beaucoup apprécié, mais j'ai eu quand même cette réflexion dans mon intérieur qui m'a dérangé. Et à partir de ce moment-là, depuis 2011, j'essaie de faire un travail sur cette question, surtout auprès des jeunes que je côtoie au quotidien, mais vraiment, je pense que c'est un travail de fond à faire. Et ouvrir les portes est une première étape. Parce que ce centre, ici à Nantes, depuis notre temps d'enfance, nous qui sommes engagés, moi personnellement, dans le dialogue interreligieux, on a toujours eu un sentiment de fermeture et d'incapacité à franchir cette impasse. Donc vraiment, moi je vous invite à nous inviter, comme nous on vous invite à venir dans d'autres centres ou même dans nos quartiers et partout, mais vraiment qu'on puisse se rejoindre tous sur des valeurs, et avant tout, nous sommes tous citoyens de cette belle ville qui est Nantes, et faisons en sorte que ensemble, nous puissions transmettre à nos petits un regard différent sur l'autre. Merci.
Oui, je voudrais revenir à la question de la République qui se dit une et indivisible et qui veut former des citoyens et qui voit à l'heure actuelle un péché primordial, c'est celui du communautarisme. Je me demande si notre République, que par ailleurs j'admire, j'étais enseignante dans le public, etc., elle n'a pas un effort à faire pour cesser d'avoir peur de l'altérité. Et je me souviens d'un livre magnifique de Mona Ozouf, une historienne, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Composition française », où elle dit que la République avait du mal à accepter les Bretons. Et le petit Breton, quand il arrivait en classe, il ne savait pas parler français, au moins mon beau-père, et on lui tapait sur les mains. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort pour la République qui nous englobe, car maintenant c'est le politique qui nous englobe, et c'est bon, chacun son tour, avant c'était le religieux. Est-ce que la République n'a pas un effort à faire d'une manière urgente pour justement enseigner le fait religieux, mais pas seulement justement sous l'angle des sciences humaines, mais pourquoi on n'inviterait pas un théologien ou un croyant, car le religieux, c'est aussi du vécu, de la passion. Quand moi je parlais de la Révolution française, forcément c'était passionnel. Bon, bref. Peut-être juste une petite remarque. Je vous donne vraiment, c'est un point de vue de citoyen que je vous donne là. Hein. C'est pas le chercheur ou quoi que ce soit. La République, c'est vous et moi. La République, c'est chaque citoyen. Parce que la République, c'est la res publica, la chose publique. Moi, aujourd'hui, et pour embrancher sur ce que disait monsieur auparavant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que l'on reparte vers des nouvelles formes de citoyenneté ou des anciennes formes, comme vous voulez, je ne sais pas, mais renouer avec notre vie locale. Parce qu'il ne faut pas attendre que tout change de la tête. Il ne faut pas attendre les politiques publiques. On est à plus de 30 ans de la politique de la ville. La Cour des comptes a fustigé les politiques en disant « vous avez injecté des milliards, pourquoi ?» On est tout le temps en train de revoir les politiques d'éducation et on s'aperçoit que les manuels scolaires sont truffés d'inepties, etc., etc. Il faut que nous, les citoyens, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, que nous allions déjà voir l'autre, celui qu'on considère comme étant différent, et qu'on pose des modalités de dialogue et de collaboration. Moi je dis par exemple, pour le spécifique judéo-musulman, moi je dis, il faut qu'on passe du dialogue à la collaboration, à la coopération. C'est-à-dire que nous devons repartir dans une projection sur la cité à travers le prisme citoyen. Et quand on va se définir en tant que citoyen, on doit faire vivre ces valeurs de la République. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on est dans les résurgences des identités communautaires les plus repliés, mais ça ne touche pas que les juifs et les musulmans, ça touche une partie des chrétiens. On l'a vu avec les manifestations contre le mariage pour tous, où on a vu revenir des discours mais complètement hallucinants sur la nature humaine, je ne sais pas quoi, etc. On a vu des choses mais qui étaient complètement hallucinantes. Donc tout ça, nous, on doit aussi le travailler à travers le prisme citoyen. Mais ça, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est chacun qui doit le faire. Bon, je vais aller absolument dans le même sens que vous. Je suis ici. Moi, je suis française, je suis femme, j'ai été enseignante, j'ai été syndicaliste, voilà. Jusqu'à présent, en France, on ne se définissait pas par sa religion, donc je ne vous dirai pas ce que je pense sur ma religion ou son absence. J'estime que cette question prend trop d'importance pour la citoyenneté à la française. Et ça me trouble beaucoup. Après, ben voilà, c'est... Chacun a ou n'a pas une religion, c'est sa vie. Mais en tout cas, il n'est pas défini que comme ça. Et c'est ce que je trouve inquiétant. Les catholiques, effectivement, ont leur part de difficultés à vivre avec les autres. J'avais noté la manif pour tous. Moi, je note aussi les droits des femmes. Les catholiques se battent bien pour faire reculer les droits des femmes. Et
la question du dialogue que vous soulevez, pour moi, elle ne se positionne que dans... Enfin, il n'a de sens que dans l'égalité. La citoyenneté française, normalement, c'est l'égalité. Et du coup, il y a des dialogues qui ne sont pas possibles actuellement à cause des inégalités. Ce qui me fait dire que toute analyse de la situation, et y compris des difficultés à vivre ensemble en ce moment, il faut les situer à mes yeux dans la question sociopolitique. C'est-à-dire, si on est dans une société où il y a des discriminations diverses contre des femmes, des éléments de la société, des gens parce qu'ils habitent dans tel quartier, ça rend très difficile, voire impossible le dialogue, et ça crée des conflits là où ils ne sont pas. Ils sont plus sociopolitiques peut-être que ce qu'ils apparaissent maintenant. Un avis de votre part? C'était au premier trimestre, d'ailleurs il y avait Sylvette aussi, il y a eu un film qui est passé et qui doit être diffusé justement par l'éducation nationale, enfin qui est à la disposition des enseignants de l'éducation familiale, qui traite sur l'histoire des rapports entre les juifs et les musulmans. Et nous y sommes allés, notamment avec Sylvette et plusieurs. Et c'est très intéressant parce que... Et après, il y a eu un colloque sur le sujet, et on s'aperçoit que dans chaque période ou dans chaque pays, les choses se sont passées un peu différemment. Donc on ne peut pas avoir vraiment... on peut faire peut-être quelques grandes lignes, mais il faut quand même se pencher à chaque fois sur le vécu des personnes. Et ça, je trouve qu'on peut en sortir un enseignement aujourd'hui, justement, parce que chacun a un travail à faire. J'ai beaucoup aimé l'intervention du jeune et puis vos questions, vos deux exposés, parce que vous mettez bien en avant les problématiques. Chacun doit faire un effort pour ne pas généraliser, voir ce qui se passe autour de soi, enfin. Parce que là, comme Madame dit, tous les catholiques militent pour faire reculer les droits des femmes. Enfin, les catholiques, le mot les catholiques. Non, mais je ne veux pas faire de polémique, hein, mais je veux dire, on est sans cesse prêt à faire des globalisations. Voilà. Peut-être, moi, je ne vais pas la juger non plus entièrement sur ce propos. Voilà. Voilà. Alors, ma question, c'est que quelquefois, quand même, malgré tout, l'État fait que les Juifs... Par exemple, moi, je vais souvent en Égypte, et les Égyptiens d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui regrettent certaines lois prises par Nasser, ou même précédemment, qui ont fait que les Juifs ont quitté le pays. Et ils reconnaissent que c'est vraiment dommage, parce qu'ils participaient vraiment au développement du pays à l'époque. Et autrefois, si on fait de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup quand même d'endroits où les Juifs et les musulmans se sont entendus, et même avec les catholiques. Donc l'histoire, c'est quand même intéressant aussi d'en faire. Voilà, c'est ça ma question. Merci, c'était une remarque. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi de vous donner mon avis en tant que musulman qui vit en France depuis 4-5 ans. Je côtoie des collègues français et par rapport à ce que je lis dans la presse, etc., j'ai l'impression que la société française rejette la notion de religion. Moi, j'ai discuté avec mes collègues, c'est la plupart athées. Ils disent la laïcité et que la religion doit rester sur la sphère personnelle. Je ne suis pas d'accord. Dans l'islam, ma femme porte le voile, ça se voit.
l'islam ordonne à respecter les autres, on fait des pratiques. Donc, c'est impossible que ce soit à l'intérieur, parce qu'on fait le carême, ça va se voir. Pourquoi rester sur la sphère personnelle? Parce que j'ai beaucoup réfléchi avec mes collègues, etc., par rapport à ça. Ils parlent de la République, de respecter les lois de la République. Alors je lui dis, c'est quoi les lois de la République en France? C'est qu'une femme mette un mini, que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des règles sur ça, par exemple? C'est quoi? Il m'a dit, une dame voilée, par exemple, si elle rentre en France, elle respecte les lois de la France. Donc, elle enlève son voile. La plupart des gens, ils pensent comme ça, malheureusement. Et moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un rejet, c'est ça. Deuxième point, c'est on parle de religion. Et c'est ce que j'ai remarqué en France, c'est que lorsqu'on parle de religion, d'islam par exemple, on oublie beaucoup Dieu. C'est que les gens, ils ont l'impression qu'on fait des actes comme ça. Mais un musulman, il obéit aux règles qui sont écrites dans le Coran. Donc il y a la notion de Dieu, on ne la trouve nulle part. Dans la presse, lorsqu'on parle de religion, etc., c'est toujours des personnes, des communautés, etc. Et on oublie la notion de Dieu et d'obéissance. Pour un musulman, le centre, c'est Dieu. C'est pas de la République. Donc, ma vision, c'était ça. Et merci. Est-ce que vous pouvez donner un complément pour être bien compris? Quand vous dites pour un musulman, l'important c'est Dieu, pas la République, comment vous articulez ça en fait pour que les gens comprennent bien? Je pense que j'ai compris parce qu'on partage le même prisme religieux, mais pour que les gens vous comprennent bien. Pour vous donner un exemple sur le voile. Le voile, il est ordonné dans le Coran. Et le voile, par exemple, c'est un contrat entre la femme et Dieu. Les gens, ils pensent que le voile, c'est une soumission du mari qui impose le voile à sa femme. C'est faux. Ça, c'est un exemple de compréhension. On oublie toujours le lien entre un pratiquant et une personne qui a la foi, entre lui et Dieu. Voilà. Et j'ai aussi un sentiment que les gens, la société française, il y en a qui n'ont pas une culture religieuse. Ils font des jugements par rapport à des choses qui ont été dites dans la presse, etc. Moi je dis toujours, avant de juger, il faut connaître ce que c'est. Pourquoi il a été imposé? C'est quoi le halal? C'est quoi la prière? On fait des choses, c'est vrai. On mange certaines choses, mais c'est pas juste. Moi, comme je le dis, le halal, c'est pas une étiquette. C'est pas juste une étiquette sur une viande, parce que au final, ça revient à la même chose. Mais faut avoir une culture, faut chercher pour accepter l'autre et le respecter avant de faire des jugements. Les gens, ils font des jugements sur des préjugés en n'ayant aucune information, juste par rapport à la télé ou la presse, ils ont entendu comme ça, ou ils ont entendu des infos. Donc, voilà. Une réponse par rapport à... Oui. Il y a monsieur. Une réponse par rapport à ce que vient de dire monsieur? Non. Je l'ai. Bien, Patrick Laloux du Consistoire de Nantes. Écoutez, j'ai entendu des choses fort intéressantes et je voudrais signaler quelques points. C'est que d'abord, on parle de rapprochement, bien entendu, et j'ai entendu aussi qu'on n'arrivait pas à se rapprocher des Juifs. Et je vais essayer d'éclaircir un peu la situation, les Juifs et les Arabes, ou les Juifs et les musulmans. D'abord, pour qu'on puisse s'entendre, il faut qu'on ait tous la même sémantique. C'est-à-dire qu'on soit bien d'accord sur les mots.
les mots ont leur importance et on a aujourd'hui une tendance à employer des mots. Et quand on a employé ces mots, on va clore le débat. On va dire laïcité, on va dire stigmatisation, on va dire racisme et on va dire antisémitisme. Mais tous ces mots ont une signification bien particulière. Et je sais qu'on a fait même, je reconnais des gens qui sont là, on a fait une semaine sur la laïcité et je crois qu'on n'a pas encore compris tout ce que c'était. Parce que la laïcité, c'est beaucoup de choses, mais faut-il encore qu'on soit tous d'accord sur le mot laïcité? Ensuite, sur le mot, j'ai entendu aussi une réflexion sur l'antisémitisme et le racisme. Au premier abord, on pourrait se dire le racisme suffit pour caractériser un ensemble de gens qui rejettent l'autre. Mais l'antisémitisme, c'est quelque chose de bien plus profond que le racisme. Et c'est aussi ce qu'il faut admettre. L'antisémitisme remonte à la création du peuple juif. Dès qu'il y a eu des juifs, il y a eu de l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme, c'est une chronologie de l'évolution de ce mal qui a miné toute la société, tout le monde envers les juifs. Le racisme, c'est quelque chose qui est bien plus, je dirais, actuel, puisqu'on rejette l'autre parce qu'il est différent. Et j'en profite pour faire un peu de publicité pour notre association que nous représentons, qui est la LICRA, où nous avons rajouté, il y a, je crois, une dizaine d'années, avant cette association s'appelait LICA, on a rajouté le R de racisme parce qu'il y a un phénomène qui apparaît maintenant dans notre société, qui est le racisme. Ensuite, on parle du rapprochement entre les juifs et les musulmans. Mais je vais vous faire une confidence. Quelles sont les deux communautés qui se connaissent le mieux? Ce sont les musulmans et les juifs. Moi, je suis né à Alger. Ma famille a vécu au moins 4 ou 5 générations en Algérie. Donc nous vivions au milieu des Arabes, ça se passait très bien. Quand est-ce que la situation... Non, mais je vous donne... Mais aujourd'hui, alors... attendez, laissez-moi développer mon thème parce que c'est déjà un peu compliqué de prendre les points. Donc, si vous voulez, ces communautés vivaient très bien ensemble. Ça a commencé à se gâter lorsque l'Algérie a été colonisée par la France. C'est là où la société, où les communautés juives et les communautés arabes ont commencé à se séparer. Et pour rebondir sur ce qu'ont dit nos intervenants, et ce qui est très vrai, quand les Juifs, puisque le plus grand afflux de Juifs en France, ce sont les Juifs des pays maghrébins. Quand les Juifs ont été obligés de partir du Maghreb en général, ce ne sont pas des sionistes. C'était pas des sionistes, puisqu'ils ont été où? Ils sont venus en France. Ils n'ont pas été en Israël. Il y a eu une très petite partie qui a été en Israël. Donc... Je crois que le dialogue, bien entendu, est important. Et puis, cherchons ce qui nous rapproche avant de chercher ce qui nous sépare. Je vais vous faire une autre remarque. Aujourd'hui, on nous attaque, les Arabes et les Juifs, sur l'abattage rituel. Mais l'abattage rituel, c'est un problème que nous avons ensemble. Et ce problème, il est commun à nos deux communautés. Et là, je vais vous faire une autre confidence. Si les Arabes de France arrivent à garder l'abattage rituel parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les Juifs leur en seront reconnaissants parce qu'il y aura l'abattage pour le kasher et vice-versa. Vous voyez donc que tous ces points, il y a beaucoup de points qui nous rapprochent et on se focalise peut-être sur quelques points qui nous séparent. Et j'en finis, parce qu'après j'aurai fini sur ces points. On a parlé du conflit israélo-palestinien. Le conflit israélo-palestinien n'a rien à faire en France. En France, les communautés sont maghrébines dans 90% des cas. Donc ce conflit a été importé
par des associations, par des politiques pour séparer les communautés. Quand il y a des Algériens qui sont égorgés en Algérie, dans le Maghreb, personne ne dit un mot. Eh bien, moi, ça me fait du mal. Et... Oui, ben... Personne n'en parle, monsieur, mais quand aujourd'hui on a quelque chose qui se passe en Palestine, bizarrement, ça vient dans les communautés, ça vient dans nos communautés pour les diviser. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonjour messieurs, je vous remercie de votre intervention. Elle a été très modérée et beaucoup d'informations. Je voudrais simplement vous demander de préciser combien y a-t-il de juifs dans le monde, quelle est la population mondiale générale, combien y a-t-il de juifs dans le monde, combien y a-t-il de juifs en France et la population de la France. Je crois que pour remettre un peu d'ordre dans la proportion de l'antisémitisme, ça, je pense que ça serait une bonne information. Merci, messieurs. C'est une question rhétorique ou vous le savez vraiment pas? C'est une question rhétorique ou une vraie question? Alors, il y aurait, parce que c'est très compliqué à compter, compte tenu des mariages mixtes, etc., du non-recensement de la religion dans certains pays, il y aurait entre 13 et 14 millions de juifs dans le monde. Israël en revendique 7. Voilà. Les États-Unis, 6. Et le reste est divisé dans plusieurs communautés dans le monde. On pense qu'aujourd'hui, la 3e communauté du monde, ce sont les Juifs de France. Et les plus optimistes pensent qu'il y a environ 600 000 Juifs de France, c'est-à-dire 1% de la population, un peu moins même. Mais c'est très compliqué. Les sociographes qui essayent de recenser ont beaucoup de difficultés, évidemment, à avoir un recensement clair. Ça oscille entre 500 000 et 600 000 à peu près. Même 2 millions, je pense que ça ne serait pas un problème, mais 6 millions. Je pense qu'il ne faut pas voir ce type de question en termes de nombre. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question d'impact que ça a sur le vivre ensemble et le rôle de catalyseur que ça a pour les communautés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des grandes communautés religieuses en France qui sont pour la plupart sécularisées, sont des citoyens, etc., de la société française. Mais il y a des questions identitaires qui traversent ces communautés, il y a des tensions qui les traversent également, et parfois, au sein de ces communautés, il y a des vecteurs qui sont utilisés comme des catalyseurs de mouvements de masse, et ça se fait au détriment des uns et des autres. Ça se fait au détriment des musulmans, ça se fait au détriment des juifs, ça se fait au détriment des chrétiens, d'autres types de populations. C'est ça qu'on doit questionner. Parce que dans le monde musulman, parfois vous allez dans certains pays où il n'y a pas de juifs, objectivement parlant, c'est-à-dire que c'est pas significatif, et il y a un anti-judaïsme qui est présent. Donc il vient bien de quelque part. C'est-à-dire que c'est bien quelque chose qui devient vecteur, catalyseur de haine, de rejet pour structurer des populations. Après, ça nous pourrit la vie aussi à l'intérieur des communautés. Moi, quand je discute avec certains de mes coreligionnaires, je leur dis « Arrêtez de dire nous sommes tous palestiniens ». Moi, je ne suis pas palestinien. Je soutiens la création d'un État palestinien, mais au même titre que je m'intéresse à ce qui se passe en Amérique du Sud, à ce qui se passe en Algérie, à ce qui se passe dans d'autres pays. On ne peut pas combattre un certain nombre de situations dégradées de par le monde en faisant une espèce de hiérarchie, comme pour la pollution, comme pour... Mais parfois, voilà, c'est... Oui, mais tu te rends compte de ce que tu dis, tout le sort de l'islam contemporain est lié à la situation palestinienne. Waouh!
Après, je peux me permettre de critiquer un certain nombre d'éléments. Par exemple, vous trouvez de la littérature en langue arabe du type, dans les années 90, il y a un ouvrage qui a défrayé la chronique chez les musulmans, c'était « Al-Amaliyatul Istishhadiyya fi dawi al-Qur'an wa Sunnah », c'est-à-dire les actes martyrs, sous-entendu les opérations suicides, à la lumière du Coran et de la tradition prophétique, où l'auteur, qui a été encensé par certains théologiens, vous explique par A plus B que les actes suicides sont approuvés par les textes religieux musulmans, de une, et de deux, il vous explique que tout citoyen israélien juif, en dehors des enfants en bas âge, est une cible potentielle, car, tout le monde le sait, tout Israélien juif est un soldat. Même l'agriculteur, même le boulanger, même la dame ménagère, tous sont une cible potentielle. Moi, aujourd'hui, j'ai un discours clair, ferme, en disant « ce ramassis d'immondices doit être combattu au sein de l'islam. C'est pas comme ça qu'on va défendre la cause palestinienne. Ce n'est pas comme ça qu'on va aboutir à la création d'un État palestinien. C'est une gangrène interne, il faut la combattre. Et il faut qu'il y ait des gens qui aient un discours clair là-dessus, au sein des communautés musulmanes. Mais, en retour, quand je discute avec mes amis juifs, je leur demande aussi d'avoir des positionnements forts sur certains aspects de la politique israélienne. C'est tout à fait normal. Maintenant, également, quand on va aller un peu plus en avant, toujours sur cette question, je dis à mes coreligionnaires, j'ai eu entre les mains récemment un document d'un think tank américain qui vous fait des propositions concrètes au mètre carré près quasiment, avec des cartes, des territoires palestiniens, israéliens, etc., la question du transfert des terres potentielles, les réfugiés, etc. Et je leur dis, vous pouvez me filer un document qui a été fait par un think tank, je ne sais pas, musulman ou arabe, qui discute de ces questions, en dehors de dire qu'il faut que tous les juifs quittent la Palestine historique. Est-ce que vous avez ce type de document? Si vous en avez, filez-les-moi. Et puis, ils n'arrivent pas à m'en filer, parce qu'on n'est que dans les slogans. Et ça pourrit la vie des communautés, ça les pourrit complètement. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on ait des discours un peu plus clairs là-dessus. On va finir là-dessus. Dis-moi, hein, c'était le cœur qui parle. On a bien vu. Du coup, on va finir un peu ce débat, parce que le temps nous est un peu juste pour le coup. On voudrait par contre, en revanche, terminer ce débat et clore cette discussion en vous remerciant tout d'abord Vincent et Homero, et en finissant aussi sur une petite note d'espoir en quelque sorte. Il faut savoir qu'il y a quand même des associations qui naissent, il y a des activités qui militent pour l'interreligieux et le dialogue pour tous et le vivre ensemble. Notamment, vous avez bien pu voir mon joli t-shirt que j'ai aujourd'hui. Ça fait partie de notre association. Nous sommes une association de jeunes. Nous venons à ce titre-là, moi et Madelon. Coexister, ça s'appelle. Et nous sommes en fait à l'origine d'un dialogue interreligieux qui est constitué uniquement de jeunes et qui est basé exclusivement pas sur nos ressemblances, mais sur nos différences. Et c'est à partir de nos différences que nous militons et nous agissons ensemble pour une cause commune. Nous faisons tomber les préjugés, nous sommes là pour lutter contre ça. Et je vais laisser terminer ma collègue qui n'a pas assez parlé aujourd'hui, je crois, pour terminer. Coexister, donc, c'est une association qui a 6 ans au niveau national, qui a été créée à Nantes en septembre dernier. Homero parlait tout à l'heure d'aller au-delà du dialogue et de faire des choses ensemble. C'est vraiment ce que revendique Coexister. On travaille sur 3 pôles d'action un petit peu. Donc un premier pôle où on apprend à se connaître, à comprendre nos différences par la rencontre de l'autre. Ensuite, une fois qu'on se connaît, on peut agir ensemble dans des actions de solidarité au service de la société dans laquelle on vit. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller en parler. Et donc on intervient dans les lycées, dans les collèges aussi, pour
déconstruire les préjugés, pour expliquer le fait religieux, pour réexpliquer ce que c'est que la laïcité. Voilà, ça c'est le but de Coexister. Et ensuite, au niveau national, on part de temps en temps un petit peu en voyage ensemble pour expérimenter ce vivre ensemble. On met en vase clos des jeunes juifs, des jeunes musulmans, des jeunes chrétiens, des jeunes athées pendant 10 jours et on voit ce qui se passe. En général, ça se passe bien.